Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour Barthélémy. Salut Yannick, tu vas bien ? Ça va très bien, merci. Ouais. Bon, déjà merci infiniment de m'accorder du temps parce que j'imagine qu'en ce moment le programme est bien rempli. C'est vrai. En plus, bon, tu m'as fait part d'un petit pépin récent et j'imagine que ça doit pas être marrant, mais je suis sûr qu'on touche du bois là et que tout va bien se passer. Oui, ça ira. Ouais. Puis comme je te le disais, ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs d'être passé dans le coin là avec mon scooter parce que j'ai fait du tennis pendant 10 ans à 200 mètres d'ici. Ouais. Donc ça m'a rappelé le petit gamin que j'étais. C'est vrai qu'il y a le stade de Montreuil pas loin. D'ailleurs, c'est là où il y a le meeting de Montreuil. Ouais, exactement. Ouais. Où il y a pas mal de stars qui sont passées. Moi, avant, j'avais vu sur le stade. Ok. Donc voilà, j'ai déménagé un peu, j'ai plus cette vue, mais c'était sympa. Ok. Toi, ça fait longtemps que t'es à Montreuil ? Là, ça va faire 6 ans. Ok. Ouais, 7 même. 2014, je pense. 2014. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, cool. Bah moi j'ai grandi dans le coin juste à côté, donc Okay. je connais bien. et ouais, comme je te disais, la tradition sur le podcast, c'est de commencer un peu par l'enfance, découvrir un peu qui tu étais. En plus, tu viens des Antilles et donc je suis curieux de savoir un petit peu qui tu étais à ce moment-là et peut-être aussi la transition avec la métropole, parce que c'est toujours une phase un peu particulière, j'imagine. Mais du coup, la vraie question que je pose à tout le monde pour commencer, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors, j'en ai pas souvenir, mais mes parents m'ont raconté souvent qu'apparemment, dès petit, j'adorais le sport. Ouais. Que même pratiquement à l'âge où j'ai su marcher, je faisais des tractions. Peut-être même avant de savoir marcher, je faisais déjà des tractions. Donc, dans le parc qu'ils m'avaient acheté. Ouais. Et sinon, derrière, moi, j'ai toujours aimé la mer. Donc, mes premiers souvenirs iront vers la natation. Ok. Ma mère m'a rapidement inscrit, je crois, à l'âge de 4 ou 5 ans. Ouais. Elle voulait absolument que je sache nager parce que je vivais sur une île. Ouais. Donc, il y a de l'eau partout. Donc, il y a de l'eau partout, il y a des piscines partout. Donc, elle voulait absolument pas que je me noie ou elle voulait que je sache nager, quoi. Ok, d'accord, ouais. Donc, ouais, mes premiers souvenirs, c'est dans l'eau. J'ai toujours aimé nager. J'ai fait aussi un peu de body surf, mais bon, en tant que gamin, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que quand je voyais du surf à la télé, du coup, ça me faisait un peu kiffer. Et du sport tout court, hein. Franchement, j'aimais le foot, j'aimais le basket, je regardais de la NBA, je regardais la Coupe du Monde, je regardais l'athlétisme. Je crois que chaque été, mes parents mettaient l'athlétisme à la télé. Ouais. Donc les championnats du monde, j'ai regardé, les Jeux Olympiques, j'ai regardé. J'ai vu Marie-Jo gagner, j'ai vu les plus grands, David Douillet, j'ai vu tous ces gens-là.
J'ai vu Thierry Henry, Lilian Thuram, enfin j'en ai vu quoi. Donc c'est vrai que non, le sport ça a toujours fait partie de mon univers. En tout cas, mes parents étaient branchés sport. Mon père, il a fait du basket quand il était jeune. Ma mère, pas vraiment sportive, mais elle aime en faire un peu pour s'entretenir. Donc voilà, je pense que j'ai toujours été dedans sans vraiment m'en rendre compte. Ok, d'accord, ouais. Et t'as essayé de quelques sports en club, comme natation ou... La natation, donc là j'ai été licencié, ouais. J'ai été licencié au karaté aussi. Ok. Je m'en souviens pas, mais j'étais petit, mais apparemment vers le même âge, 6 ans, 5-6 ans, ma mère m'a mis à la danse classique. Ouais. C'est vrai? Ouais, parce qu'on lui a conseillé, on lui a dit que ça allait me canaliser. Et quelques années plus tard, j'ai revu la prof et elle a dit que j'étais horrible, que j'étais intenable dans le cours, donc bizarrement, j'ai fait ça aussi, mais je m'en souviens pas. Mais bon, ça fait partie de mon parcours sportif. Ouais, mais bah, déjà c'est original, et puis je pense il y a quand même des passerelles maintenant peut-être avec l'escrime. En plus je crois que c'était Manon Brunet qui m'avait dit qu'ils avaient des cours de danse de temps en temps, justement pour un peu mieux pas nous. Pas travailler leur coordination et tout. Donc je suis pas étonné, mais du coup grosse culture sportive des très jeunes, envie de toucher à tout, quoi. Ouais, mais surtout la mer. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je fais encore un peu de pêche sous-marine. C'est vrai? Okay. Ouais, en apnée, j'adore ça. J'aime me retrouver dans cet élément. J'aime le calme que ça procure. Ouais. T'as l'impression d'être sur une autre planète pratiquement. C'est vraiment complètement différent. Les sons, le ressenti, l'eau autour de toi, le fait que tu sois pas dans ton élément aussi. Ouais. Parce que on respire pas sous l'eau. Donc c'est vrai que toute cette phase aussi où tu cherches le poisson, finalement tu le vois, tu descends, il faut pas qu'il te voie. Enfin, il y a un peu ce jeu. Moi j'aime bien tout ça, et jusqu'à aujourd'hui je suis sur les réseaux sociaux toutes les personnes qui en font, et c'est vrai que dès que je peux, je prends mon fusil, je vais dans l'eau. Mais c'est trop marrant parce que le parrain de ma mère, du coup, qui a vécu plus de 10 ans en Martinique, et du coup à qui je suis allé rendre visite de nombreuses fois. Ouais. Mais lui, il m'en a fait faire très jeune, ouais. Okay. Très très jeune, et j'ai des souvenirs au tout début où moi je suis avec mon masque et mon tuba au début, tu vois, et je le vois partir effectivement avec son harpon et descendre à 10-12 mètres comme ça avec ses grosses palmes, et d'un seul coup s'arrêter et patienter et pêcher, quoi. Ouais, moi je tiens ça de mon père parce qu'il était pêcheur. Ok. Il était marin pêcheur, il a commencé comme ça. Finalement, il a fini capitaine dans la marine marchande. Ok. Donc lui aussi, il est encore plus amoureux de la mer que moi parce que c'est toute sa vie, quoi. Il a toujours travaillé sur l'eau. Ah. Donc il m'a un peu transmis ce truc, sauf qu'il m'a pas transmis Enfin, on va dire que j'ai le mal de mer, en fait. C'est vrai? Ouais, c'est bizarre. J'adore la mer, mais j'ai le mal de mer. Ah, donc il faut que tu nages. Donc il faut que je nage. Il faut que je sois en mouvement, parce que si je suis sur un bateau qui tangue, je commence à être malade. Ce qui est bizarre, hein, mais... Pourtant, j'ai toujours été sur l'eau, mais ça a jamais changé. Jusqu'à aujourd'hui. C'est là, je rebondis un peu sur le sujet de la plongée et de la pêche sous-marine. T'es vraiment dans un monde parallèle, je trouve, tu vois, sous l'eau. Ouais. C'est comme tu l'as dit, tu vois, les bruits sont complètement différents, les sens sont complètement différents, la gravité est différente, et moi j'ai un sentiment de plénitude quand je suis sous l'eau et de liberté incroyable. Ouais. C'est encore un endroit où tu es vraiment libre, quoi. Ouais. Donc bien sûr il y a des règles, hein, sur l'eau, mais je sais pas, je me sens bien. Et tu penses plus à tous tes soucis. J'ai l'impression que c'est une phase vraiment, quand tu es dans l'eau pendant 3-4 heures, tu penses à rien, quoi. Tu relaxes, ouais. Ouais, tu relaxes, ouais. Ouais. Et puis en plus c'est fou parce que ça a pas l'air très physique comme ça, mais quand tu le termines, généralement t'es lessivé, quoi. T'es vraiment. Ouais, non, c'est quand même, tu te rends compte qu'il y a une part. Ouais, l'apnée, ça se fait pas comme ça. D'ailleurs, c'est risqué. Faut pas plonger seul.
Ouais, c'est clair. Ouais. Donc voilà, donc c'est en général, il y a des accidents, donc il faut toujours faire très attention. Ouais. Je pense que la sécurité pour tous ceux qui m'ont conseillé hein, sur la pêche, ils m'ont dit la sécurité, enfin la pêche sous-marine, c'est le numéro 1 quoi. Ouais, parce que tu peux avoir un mini pépin et qui à deux serait résolu très rapidement et qui tout seul ne peuvent pas être résolus quoi. Donc clairement, faites attention à vous. Voilà, faut faire gaffe. Essayez parce que ça vaut le coup, c'est génial, mais il faut. Mais pas seul. Exactement. C'est mieux à deux. Toutes les consignes de sécurité. Ouais. Mais écoute, trop cool. Je savais pas du tout ça sur toi que t'avais ce loisir justement sur la pêche sous-marine et c'est marrant qu'on partage ça parce que moi aussi c'est un des trucs qui m'a le plus manqué cette année, c'est de plonger un peu et d'aller nager quoi, d'être bloqué du coup sur Paris et j'ai hâte de pouvoir tu vois remettre mes palmes et moi aussi je partage cette hâte. Bon après je suis pas très bon, moi j'ai très vite mal aux oreilles, tu vois à 3-4 mètres déjà ça commence à siffler un peu mais bon juste à 1 mètre déjà tu kiffes déjà bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, déjà tout est différent. Mais trop chouette. Et t'as jamais eu envie, je sais pas, d'en faire un métier ou d'en faire un... De la pêche sous-marine ? Ouais, ou pas. Bah alors, je sais pas s'il existe vraiment des gens qui en vivent à 100%. Si, je pense, mais non, moi non, c'est pas ce qui m'a... Non, ça m'a pas encore titillé ça, non. Ok. Et comment tu te retrouves du coup dans une salle d'escrime ? L'école. Tu passes de la mer à la salle d'escrime. L'école. C'est l'école. À l'école, on m'a proposé de l'escrime ou du gros-cas. Le gros-cas, c'est la musique traditionnelle. Ouais. Avec les tambours et j'ai hésité, hein, mais non, l'escrime. Okay. L'escrime, j'avais aussi un copain ou deux qui en faisaient dans ma classe. Donc naturellement, j'y suis allé. Puis j'adorais le sport, j'aimais faire du sport en fait. Donc j'ai voulu essayer celui-là et je suis tombé amoureux quoi, tout simplement. Okay. J'ai pu lâcher. En plus c'est un sport où rapidement on m'a mis à la compétition. J'avais fait du karaté avant et la politique en tout cas de mon club à ce moment-là, c'était pas de compétition avant d'avoir certaines ceintures. Ok. Ouais, et là, il n'y avait pas ces histoires-là. Dès que, je crois, d'ailleurs, dès la fin de l'année scolaire, on a fait une compète. Je crois même que je l'ai gagné. Ok. Donc non, ça m'a plu. Ça m'a plu aussi que ce soit pas un sport collectif parce qu'avant, j'aimais pas trop le côté collectif. Ok. J'aimais pas m'en prendre aux autres quand je perdais. Okay. Voilà, j'aimais bien m'en prendre qu'à moi-même. Au moins, si je perds, c'est ma faute. Ouais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai gagné des titres hein, par équipe. J'en ai gagné beaucoup d'ailleurs. Ah ouais, vous avez une super équipe, le titre olympique, d'ailleurs, on l'a gagné par équipe en 2016. Donc ça a changé, mais au tout début, je voulais faire un sport indiv et je voulais pas m'en prendre aux autres. Ok. Qu'à moi-même. Ah, c'est marrant. Et t'étais du genre, t'étais le coéquipier un peu énervé sur ton équipe au foot ou au basket. Je pense si je vois quelqu'un qui s'engageait pas assez, parce que moi j'étais à fond, je voulais pas qu'on me reproche de pas être bon ou d'avoir raté telle chose. Voilà, enfin moi j'avais peut-être plus cet esprit individuel. Et voilà. Donc en fait l'escrime quand ça s'est présenté à moi, ça a été le truc qu'il me fallait, je pense. Et tu te souviens la première fois où t'as mis le masque et t'as pris le fleuret? Est-ce qu'on commence toujours avec le fleuret? Il me semble dans le. Ouais, j'ai commencé au fleuret. Ouais. Non, je me souviens surtout d'avoir beaucoup joué au début. C'était vraiment un apprentissage sous forme de jeu. Ok. Et la petite anecdote, c'est que c'est ma belle-mère qui m'a appris à faire de l'escrime. Ok. À l'époque, elle remplaçait le maître d'armes de la salle d'escrime de Pointe-à-Pitre. Okay. Et elle était pas encore, sa fille était pas encore avec elle. Donc elle était venue en gros pour dépanner. Elle est repartie à Cuba et là elle est revenue en Guadeloupe avec sa fille. Donc mais au tout début, c'est ma belle-mère. C'est trop marrant. Donc Barbara, si tu m'écoutes, merci. Coucou Barbara. Bah ouais, tu peux la remercier, ouais, c'est clair. Ouais. Et donc ouais, des fois il faut un peu de chance ou un peu de hasard. Bah ouais. Aujourd'hui, elle est maître d'armes à la salle de Petit-Bourg, la salle d'escrime qui s'appelle Laura Flessel d'ailleurs. Ok. Ouais, le palais, je crois que c'est un palais des sports même. C'est le palais des sports. Et qui est où? À Petit-Bourg. Ok. Près du lycée. Ok. Ouais. C'est sympa, ça fait des bons souvenirs. Mais j'imagine quand tu vas là-bas, tu dois être la star, non?
Ouais, bah oui, maintenant, en tout cas dans le monde de l'escrime, je suis connu, ouais, ça c'est sûr. Et j'essaye en plus de rendre aux jeunes en quelque sorte, c'est-à-dire je sais qu'il y a moins de licenciés en Guadeloupe, et j'essaye en tout cas, d'alimenter, je sais pas, la motivation des jeunes, de leur dire, c'est possible. Moi, j'étais pas un surdoué de l'escrime. Ouais. C'est pas arrivé comme ça. En fait, moi, j'ai travaillé, j'ai cru en moi, j'ai cru en mes possibilités. Les gens autour de moi aussi ont cru en moi, mes entraîneurs. Et j'y suis arrivé comme ça. Mais c'est du travail, de la passion. Parce que j'étais passionné, parce que chaque week-end, quand il y avait une compète, j'avais envie de la faire, j'avais envie d'essayer de battre les autres. Tu m'as dit qu'on parlerait du duel, mais en fait, ouais, c'était un truc que ça me motivait, ça me motivait, et je crois pas, en tout cas, que j'étais pas un surdoué, ça c'est sûr, parce que dans ma génération, il y en a, dans ma génération, il y a eu des, Jean-Paul Tony-Élysée, par exemple, qui a été vice-champion olympique par l'équipe, en 2016, la même année que moi, qui lui, très jeune, avait de belles performances, notamment au niveau national. Il venait, il gagnait des circuits nationaux, il gagnait les championnats de France. Isaura Tibus aussi. Ouais. Elle a gagné les championnats de France très jeune. En fait, moi, j'ai gagné les championnats de France en junior, alors qu'en minime, déjà, il gagnait. Ouais. Donc, en fait, moi, ça arrivait très tard. Enfin, très tard. Oui, ça arrivait plus tard qu'eux, en tout cas. Ouais. Donc, je me considère pas comme un surdoué. Mais j'étais motivé, j'étais passionné, et par contre j'étais un compétiteur, quoi. Donc tant que j'arrivais pas à gagner, fallait que j'y arrive, fallait que je trouve le moyen d'y arriver. Et comment t'es venu peut-être l'envie d'en faire une carrière pro, tu vois? Est-ce qu'il y a un déclic, ou est-ce que justement c'est l'appétit qui vient en mangeant, tu vois? Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que ça vient au fur et à mesure. Je me suis jamais dit que j'allais être professionnel, moi, un jour. Surtout, enfin, en tout cas, mes parents, en plus, ils y croyaient pas. Ils me disaient, tu crois là? Fais gaffe. Si, c'est bon, là, c'est bon. Non, mais je veux dire, mes parents, ils me disaient, fais gaffe, l'escrime, ça va pas te nourrir. Ouais. Donc, il faut pas lâcher les études, et voilà, ils ont été très vigilants là-dessus. D'ailleurs, dès l'âge de 15 ans, j'ai été sélectionné pour intégrer le pôle France jeune à Reims. Ouais. Et mes parents ont refusé, ils voulaient que j'ai mon bac avant de partir, parce qu'ils pensaient que j'étais pas assez mature pour l'avoir en étant loin de chez eux. Ouais. Donc non, ils y tenaient. Ça peut se comprendre qu'ils aient peur. Et c'était une de leurs peurs, c'était que je puisse pas en vivre. Et je pense qu'ils avaient raison, parce que tout le monde n'y arrive pas. Ouais. Moi, j'ai vu beaucoup de monde passer à l'INSEP, puisque j'y suis depuis 2008. Il y a beaucoup de tireurs qui avaient des qualités et qui ont pas réussi à percer, quoi. Donc oui. Et c'est dur de rebondir si tu perces pas. Non, en fait, dès que le projet change, c'est-à-dire que dès qu'on s'investit plus autant au niveau du nombre d'heures passées à l'entraînement, on a du temps pour ses études, on a du temps pour sa vie professionnelle. Ouais. Je pense que quand on passe dans un autre mode, et surtout qu'on gagne du temps, en fait, parce que c'est vrai que de s'entraîner, de partir en compétition, ça demande beaucoup de temps. Ouais. Ça demande beaucoup de temps de se préparer pour une compétition, ça demande du temps. Moi, aujourd'hui, je m'entraîne, je pars d'ici à 8h, je rentre à 19h. Ouais. Je dis pas que je m'entraîne de 8h à 19h. Mais j'ai un entraînement, ensuite j'ai de la récup, ensuite je vais manger, je reviens à l'entraînement, enfin voilà, c'est un job, quoi. C'est un job, quoi, ouais. Moi je suis au boulot de 8h à 19h des fois non. Mais par exemple là, le lundi de Pentecôte, j'ai pas de Pentecôte. Ouais. Mais c'est normal, c'est pas ça. Des fois même ça me surprend que ce soit un jour férié, parce que j'arrive et en fait l'INSEP il bloque il bloque l'avenue du Tremblay pour permettre aux gens de faire du vélo et tout ça. Et j'arrive, je fais merde, c'est un jour férié. Et du coup je dois faire le tour et je perds un peu de temps, mais non, il y a pas de jour férié pour nous. Si dans la planification il y a un entraînement qui doit être calé à ce moment-là, on a entraînement. Ouais. Puis il y a un truc que tu vois, peut-être que les non-sportifs réalisent pas, c'est que quand t'es athlète de haut niveau, en fait,
tu l'es H24, 7 jours sur 7 en fait. Ah oui. Tu vois là où c'est même beaucoup plus qu'un boulot, tu vois, c'est que bah tu vois bon il y a plein de gens, tu vois, ils ont leur boulot, puis ils rentrent chez eux, et puis voilà, ils enlèvent le costume Bien sûr. et le masque du bureau, et puis boum, et ils sont quelqu'un d'autre, tu vois, en dehors de ça, et ils font vraiment la coupure entre les deux. Toi, tu rentres chez toi, bah, tu dois toujours faire attention à ce que tu manges, à quelle heure tu t'endors. Ouais. Tu peux toujours progresser, toujours aller chercher un curseur de la performance en plus, tu vois, sur un petit massage que tu peux te faire toi-même, sur une petite vidéo que tu peux revoir. Enfin, tu vois, tu peux toujours t'en mettre, quoi. Le sport de haut niveau, c'est les détails des fois qui font la différence. C'est-à-dire que tu vas gagner un match 15-14, ben c'est une petite accumulation de détails qui va faire que tu vas mettre cette dernière touche. Ouais. Un brin de lucidité en plus, un brin de physique en plus, du mental, enfin toutes ces choses-là. Et en fait, c'est vrai que oui, je peux pas avoir une hygiène de vie non appropriée à ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire que si je m'entraîne tous les jours comme il faut, la bonne charge, même un peu plus, et que le soir, avant de rentrer chez moi, je vais boire 2 bières, je joue à la play jusqu'à 4 heures, je me réveille à 8 heures, ben, au bout de 2 semaines, je suis blessé. Je suis blessé, donc tout ce que j'ai fait pendant 2 semaines, ça servait à rien. Donc, et puis, plus ça approche, plus les grands événements approchent, plus on fait super gaffe. Là, on est rentré dans les 8 dernières semaines avant les Jeux. Ben, c'est 8 semaines où toute blessure grave, elle est, on va dire que ça te coûte cher parce que ben, tu peux pas t'entraîner et donc tu te prépares moins pour l'événement. Et à côté, ben, les autres, ils s'entraînent, ils se préparent. Ouais. Toi, le mec que tu vas prendre peut-être même dès le premier tour, même si au classement il est moins bien classé, ça veut rien dire. Le jour J, s'il est au-dessus de toi, il est au-dessus de toi. Ouais. Donc tous ces petits détails vont faire la différence le jour J. Des fois, t'es super bien préparé, t'as fait tout ce qu'il faut et puis tu te loupes. Ça arrive dans tous les sports. Je pense que je suis pas le premier à le dire et je serai pas le dernier. Donc non, c'est tellement que, en fait, pour ne pas t'en vouloir au moins, tu te dis bon ben, je vais faire les choses bien. Voilà, je vais pas fêter la réouverture des bars. Je vais rentrer chez moi. Si je bois une bière, c'est à la maison tranquille ou voilà, et devant un match de foot et voilà. Je dis pas que je déconne pas de temps en temps. Hein. Bien sûr qu'il m'arrive de faire la fête comme tout le monde. Je suis un être humain. Mais à des moments propices, à des moments où c'est possible. En général, c'est après les grands événements. Ben là, oui. Là, je décompresse. Là, je fais la fête. Là, je sors avec mes amis. Je vais faire des trucs. Mais au moment où on commence à rentrer dans les phases de préparation, les phases de compète, ben, je fais gaffe. Ouais, chaque détail compte. Voilà. Chaque détail compte. Voilà. Si j'estime que je peux relâcher, ben je relâche. Par contre, si je pense que je peux pas, ben je le fais pas. Ok. Voilà. Et bah c'est hyper intéressant, tu vois, de te l'entendre dire, tu vois, justement un peu cette ambivalence, tu vois, que tu peux. Ah oui, il faut. Et par contre, quand je fais la fête, je fais la fête à fond. autant quand je bosse très dur. Mais ouais, je suis partisan du work hard, play hard. Ah bah cool. Tu fais quoi du coup quand tu fais la fête? Bah, t'es pas obligé de nous donner tous les détails. Souvent, je me retrouve avec mes amis. L'avantage quand je suis en Guadeloupe, c'est que par exemple, je peux faire une journée bateau. Voilà, donc on prend de quoi boire et manger, et puis on va sur un îlet à côté, et puis on fait la fête. Ou chez moi, je reçois des gens, ou je vais chez des copains. Enfin, comme tout le monde, quoi. Ouais, comme tout le monde. Ok. Mais je reviens peut-être. Bon, je fais du coup un petit retour en arrière là sur justement, tu sais, je te disais sur le fait que de ton départ de la Guadeloupe, tu vois, avec tes parents qui avaient peur, tu vois, et j'ai l'impression que j'en avais discuté avec Enzo Lefort aussi, et lui, mais il y avait eu un peu le même sentiment que ses parents, tu vois, avaient très peur, tu vois, avaient essayé de le retenir avant de le laisser partir. Toi, est-ce que c'était une envie que t'avais, ou est-ce que, je sais pas, comment tu le vois, parce que moi, je m'imagine jeune, pour que je quitte mes parents, il aurait fallu vraiment que je sois vraiment motivé, quoi. Moi, je voulais partir. Ouais. Moi, je voulais partir. Moi, je voulais vraiment... Déjà, j'avais un désir d'indépendance.
voilà, je sentais que j'étais dépendant d'eux. Des fois, pas que j'étais une charge, mais c'est vrai que financièrement, du coup, l'escrime, c'est assez cher le matériel. Donc à partir du moment où ils ont dû commencer à m'acheter du matériel, j'ai senti que financièrement, ça commençait à leur coûter cher. J'avais envie de faire de l'escrime tout le temps, moi. Donc quand on m'a proposé la possibilité d'en faire, moi j'ai dit maman, papa, on m'a proposé d'aller à Reims, j'ai envie d'y aller, c'est là qu'il y a les meilleurs Français et ça me donnera une chance de faire les championnats du monde. Ils m'ont dit non. Non, on pense que t'es pas prêt. Et effectivement, c'est vrai que niveau scolaire, j'avais des résultats des fois qui étaient pas top. Finalement, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac S. Et puis j'ai fait des études de STAPS derrière. Ouais. Mais bon, maintenant je suis parent aussi, je suis papa. Et je pense que j'aurai la même attitude protectrice envers mes enfants, donc je comprends leur position. Mais à l'époque, c'était un crève-cœur pour moi, je leur en voulais en fait. Ouais. Je leur en voulais de pas m'avoir laissé partir. Moi, j'étais prêt à partir. En même temps, il y a eu des exemples de jeunes qui ont mal vécu cette distance avec leur famille. Moi, ça a été parce que mon père, ma mère, ils ont fait en sorte que je puisse venir m'installer ici dans des bonnes conditions. Ils sont venus avec moi. Donc, non, j'ai été accompagné. J'ai été accompagné et c'est vrai que ce qui était le plus dur quand j'étais au Krebs de Reims, c'est quand tout le monde partait, tu sais, quand il y avait 2 semaines ou 3 semaines de vacances, tout le monde rentrait chez soi et que toi, tu restais au Krebs, tu dis... Ouais, ça c'est dur quand même. C'est dur. C'est dur parce que du coup tu te retrouves seul, très loin de chez toi. C'est compliqué. Mais parallèlement, il y avait mon épouse actuellement, qui était ma copine à l'époque. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et du coup, on a quand même réussi à vivre ça ensemble. Ouais. Puisqu'elle non plus, elle pouvait pas rentrer. Donc en fait, on était ensemble. On a vécu ces moments-là souvent, où en fait on était un peu les laissés pour compte, mais ici, et puis on trouvait d'autres laissés pour compte de chez nous, donc je suis resté assez proche des Antillais qui étaient encore qui étaient en France aussi comme moi pour faire leurs études, donc ça s'est bien passé. Je l'ai pas super mal vécu. Okay, en fait, c'est en grandissant, maintenant que j'ai des enfants, que j'aimerais qu'ils grandissent là-bas. Ok. Voilà. Donc maintenant, tu as envie de faire le chemin inverse. Voilà, c'est maintenant que je ressens plus le besoin de donner ça à mes enfants, qu'ils grandissent aussi là où j'ai grandi. Et c'est plus ça. Mais quand j'étais jeune, ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas, mais de plus en plus, ça me manque. La Guadeloupe me manque, donc... Ouais, forcément, quand t'es... Toi, t'avais l'air d'avoir un rêve et t'avais une opportunité de vivre ce rêve, donc forcément t'oublies tout, tu vois, et ce qu'on peut considérer comme des sacrifices, tu le vois pas comme des sacrifices, tu considères juste que c'est le chemin en fait à parcourir. C'est exactement ça. C'est le chemin qu'il faut emprunter et j'étais d'accord avec moi-même pour l'emprunter. Il y avait j'étais pas obligé par qui que ce soit, c'était mon choix. Ok. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que tu vois, la semaine dernière, j'ai interviewé Florent Pietrus, tu vois, et il parlait aussi tu vois, de ces moments où il restait avec son frère dans sa chambre au pôle et eux, ils l'ont plus mal vécu, tu vois. Ça a été vachement dur et ils s'entraidaient entre frères, donc tu vois, je pense qu'avoir le soutien de quelqu'un d'autre, c'est quand même important, tu vois. Si t'es vraiment tout seul à rester, c'est compliqué. Mais du coup, la question qui me vient, c'est un peu, je sais pas, vous en parlez entre vous, peut-être même, tu vois, il y a quand même les Antilles de manière générale et même, enfin les dom-tom encore de manière plus large. C'est quand même un pool d'athlètes énorme, tu vois, énorme. Je sais pas, j'ai pas les stats en tête, tu vois, mais on a tous plein de noms, tu vois, qui viennent. Et tu vois, je me demandais s'il pouvait pas y avoir un accompagnement ou si vous en parlez ou si tu vois c'est un sujet sur lequel je pense que ça aiderait vachement plein de jeunes, tu vois, justement, ou de vivre un peu ce
ce détachement et de confronter un peu les idées, les bons partages et tout, quoi. Donc, mais comme je te disais tout à l'heure, j'ai aussi, j'avais des amis un peu de ma génération, de mon lycée, qui étaient sur Paris à ce moment-là, donc on a réussi rapidement à se recontacter, et à se voir de temps en temps. Dans le monde du sport, comme tu dis, il y a beaucoup d'Antillais. Donc quand je suis arrivé à l'INSEP, ne serait-ce qu'à l'escrime, il y avait Jean-Michel Lucenay, qui était 10 années plus âgé que moi. Jérôme Janet, à peu près pareil. Ulrich Robéry, mais qui aujourd'hui sont encore des amis. C'est des gens qui, même malgré le fait qu'ils aient arrêté, je continue à les côtoyer. On se voit de temps en temps, on parle de ce qui se passe chez nous, on parle de ce qui se passe ici, on parle de tout. Et c'est vrai que d'avoir cette origine commune, ça crée des liens de toute façon, des affinités. Et après, quand on partage nos histoires, on reconnaît la même culture, on reconnaît, on se reconnaît les uns les autres. Donc, de plus en plus, et c'est bien, je pense que c'est bien qu'il y ait comment on va dire, cet apport au sport français de la part de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et même la Polynésie. Enfin, je pense que c'est une force pour la France. On l'a déjà montré et je pense que ça va pas s'arrêter de sitôt parce qu'il y a vraiment des qualités dans nos îles et nos pays respectifs. Donc non, ça va continuer encore longtemps, je pense. Bon, écoute, moi aussi, tu vois, j'aimerais bien, tu vois, moi, je suis un grand partisan de la diversité, de la différence culturelle, et tu vois, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir de la famille là-bas, et de vivre et de côtoyer, tu vois, alors forcément, moi, j'étais le béquet, tu vois, mais j'étais toujours très, très, très bien accueilli. Ça, c'est quelque chose qui est important de dire. Attention, béquet, c'est différent. Hein. C'est ceux qui vivent sur place. Mais tu vois, moi, j'étais plus, effectivement, le petit-fils. Le métro. J'étais le métro, effectivement, qui venait, qui avait de la famille par alliance ici, et du coup, forcément, t'es accueilli aussi j'étais un peu privilégié peut-être par rapport aux autres métropolitains, mais écoute, moi j'en garde des souvenirs incroyables, quoi, des gens, de la qualité de vie, des mentalités, de la culture qui est différente. Oui, il y a beaucoup de respect, je pense, là-bas quand même. Malgré tout ce qu'on dit, je pense qu'il y a du respect pour toutes les personnes qui y vivent, et même si il y a des choses, l'histoire fait que, il y a des choses qui sont difficiles, qui n'ont pas été encore totalement digérées par tout le monde, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est clair, quand même, à ce qu'on fait, mais sinon ça se passe très bien. Moi, j'ai pas de souvenir de. En fait, moi, il y a des trucs comme le racisme frontal. Moi, je l'ai connu ici, en arrivant ici. Là-bas, j'ai pas. Non, il y avait. Dans ma classe, j'ai eu des blancs, des juifs, des arabes. On n'a pas. Je me souviens pas d'avoir entendu sale blanc, sale juif, sale noir, tu vois. C'est vrai que c'est pas des trucs dont on a l'habitude. C'est plus ici que tu sens ce truc un peu pernicieux. C'est pas vraiment, c'est pas souvent dit, mais voilà, c'est toujours, des fois c'est un peu sur le ton de la blague, c'est un peu sur le ton de la plaisanterie, mais ça reste quand même, je trouve, c'est là, quoi, c'est latent. Pas toujours, hein, je généralise pas, mais c'est vrai que ici, tu sens plus que t'es pas chez toi. Que après c'est vrai que je suis pas dans la position du métro qui va s'installer en Guadeloupe, mais j'ai pas eu l'impression avec mes camarades de classe que ça se soit passé comme ça, donc bon, après comme je dis, j'ai pas été dans cette position, je peux pas le dire, mais de ce que j'ai vu, je l'ai pas vu ça, quoi. J'ai pas vu un racisme affiché ou ouvert comme ça. Mais clairement pas, ça c'est clair. Après, tu vois, moi, ce que je me dis, c'est les choses vont dans le bon sens. Tu vois, il y a toujours peut-être des choses où ça avance pas toujours bien, mais je me dis, comparé à 200 ans, à nos ancêtres il y a 200 ans, j'espère que oui. On vit quand même beaucoup mieux en communauté et les gens se mélangent beaucoup plus. Et bien sûr. Forcément, tu as toujours des gens qui ont un train de retard,
Mais c'est le monde, tu vois. C'est vrai. Pour tous les sujets, tu vois. C'est pour vrai, tous les sujets, il faut juste vrai. dire, ok, bah moi je suis avec les gens qui sont dans le train qui avance, quoi. Je suis Dans le progrès, ouais. Dans le wagon. Dans le progrès. Mais ok, mais on a un peu digressé. Petit réveil. Dis-moi si t'as un petit truc à faire. C'est bon, t'inquiète. Mais ouais, je change complètement de sujet, mais je te disais, je voulais beaucoup parler du duel avec toi, et parce que tu vois, en préparant l'interview, et même depuis le temps que je te suis, ça doit bien faire 3-4 ans sur les réseaux, mais je pense même depuis votre titre olympique, tu vois, que je regarde, et que je regarde régulièrement ce que tu fais, et à chaque fois je te vois tout sourire, je te vois, on voit calme, on voit que t'es une force tranquille, mais une force tranquille souriante. Mais quand effectivement, quand t'as le masque, ou en tout cas peut-être on voit mieux ton visage quand tu l'enlèves, mais on voit une autre facette de toi, tu vois, c'est vraiment. Vrai. Et moi je me demandais justement comment, est-ce que c'était vraiment est-ce que c'était une personnalité qu'un peu que t'avais construite, ou parce que là je te vois, t'es tout sourire, on se marre, la conversation elle est fluide. Puis quand je regarde les vidéos, je me dis peut-être, ouais, j'aimerais pas être en face de lui, l'arme à la main, quoi. Mais est-ce que c'est un truc, c'est naturel, c'est un truc que t'as construit, tu t'y as même pas pensé? Je sais pas si j'y ai vraiment pensé. C'est un truc, comme je te disais, quand j'étais jeune, je tirais aussi souvent surclassé. Et donc je tirais face à des tireurs plus âgés, plus forts. Et j'avais cette envie de les battre. Je ressentais ce truc de putain, mais faut que j'y arrive, quoi. Faut que j'arrive à les battre, faut que je passe au-dessus de ça, et un jour je vais y arriver, parce que pour moi, dès que je mettais le masque, on était à égalité, on avait le même masque, on avait la même épée dans la main, et s'ils pouvaient me toucher, je pouvais les toucher. Ouais. Donc en fait, rapidement, c'est devenu comme ça, cet amour du duel, en fait, hein, ouais, parce que j'aimais me confronter aux autres. Et même, je suis un compétiteur, en fait, même quand je joue aux cartes, j'ai envie de gagner. Non, mais c'est vrai, je joue pas je joue pas pour jouer, en fait. Des fois, on me dit, ouais, mais tu pourrais être plus tranquille. Je dis, non, j'ai pas envie de... Sinon, je joue pas. Ouais, si y a un jeu avec des règles et un gagnant... S'il y a un jeu, des règles, et qu'il y a une personne qui doit gagner, si je peux gagner, je veux gagner. Donc tu vas pas me dire ouais, calme-toi, non, j'ai pas envie de me calmer, j'ai envie de gagner. Donc non, mais dans le respect des règles, bien sûr. Bien sûr. Et et l'escrime nous apprend le respect des autres, le respect de l'arbitre. Donc je manque pas de respect aux autres, mais par contre j'ai cet esprit de compétition, quoi. Voilà, donc peut-être que c'est ça aussi qui fait que mon attitude elle change. Dans la vie de tous les jours, j'ai pas une épée dans la main, donc j'ai pas envie de te tuer en face, de moi. Mais quand je suis sur la piste d'escrime, c'est un sport de combat pour moi. C'est un sport de duel déjà. C'est un sport de combat. Moi, j'interprète comme ça, puisqu'on se bat avec une épée. Effectivement, on se met pas des coups de poing dans la tête, mais bon, on se met des coups quand même. On doit porter une touche à l'autre. Et celui qui en veut le plus, c'est lui qui va gagner, quoi. Donc quand je mets mon masque, j'ai aussi toutes ces années de travail, toutes ces heures de boulot derrière moi, et j'ai pas envie de plaisanter, j'ai pas envie de tout gâcher sur un match. J'ai un adversaire en face, et je dois le battre. Je dois le battre, et puis en fait rapidement ça se transforme en je dois la battre, et bon, toujours dans les règles du jeu, mais voilà, faut que je prenne le dessus. Si je peux prendre le dessus avant le match psychologiquement, si le mec c'est vrai que moi j'essaie de regarder mes adversaires dans les yeux, parce que ça me donne des infos. Si quand je te regarde dans les yeux, tu baisses les yeux, ou je sais pas, des fois on peut voir des choses comme ça j'ai des souvenirs de mecs que j'ai regardés, et j'ai senti soit de l'appréhension, ou je sais pas comment le dire, peut-être pas de la peur, mais en tout cas une hésitation, quoi. Ouais. Et si je sens ça chez toi, déjà je vais appuyer tout de suite. Okay. Je vais appuyer, je vais te montrer déjà que je suis présent.
Donc je vais te mettre, je vais te mettre une présence devant toi qui fait que tu vas sentir que voilà, on n'est pas là pour rigoler. Si tu réponds, ok, on va se battre. Si tu réponds pas, ben moi je continue à appuyer. Ouais. Voilà. Après, t'as des petites techniques un peu pour déstabiliser l'autre, parce que je trouve ça intéressant. Non, je crois pas. Je crois pas que j'essaie de déstabiliser l'autre. Non, mais en tout cas, ça m'est arrivé dans l'autre sens, c'est-à-dire on m'a mis des coups d'épaule avant les matchs. On a essayé de me distraire, me faire parler. J'ai le souvenir d'un jeune hongrois qui avant notre demi-finale, un jeune, hein, il était jeune, c'est la première fois qu'on le voyait à ce niveau-là. Il vient me voir, il me dit putain, tu sais, je te trouve vraiment fort et tout. Est-ce que tu pourrais faire une photo avec moi et tout. Je me dis lui, je sens qu'il essaie de me la faire à l'envers, tu vois. Parce que déjà, de toute façon, j'étais déjà visage fermé, j'étais déjà en mode compète. Donc je lui dis ok après. Je crois que j'ai dit 2 mots. Je lui dis ok after. Et sur la piste, bah, lui, s'il pouvait me voler une touche, il me la volait, quoi. Ouais. Donc, il n'a pas hésité derrière. Donc, non, je crois pas avoir déjà fait ça à quelqu'un. Je crois pas avoir déjà fait, je sais pas, intimider. Non, je crois pas avoir essayé d'intimider. Par contre, sur la piste, tout ce qui est possible, je vais le faire pour te montrer que je suis là pour la guerre, quoi. Et c'est marrant que tu dises que tu cherches un peu comment dire, un peu la faille ou la petite faiblesse, parce que moi, vous avez quand même le masque, tu vois, au moment où vous êtes vraiment en garde. Donc t'as peu d'infos en fait, tu vois, et toutes les infos tu dois aller les chercher avant ou entre les touches. T'as peu d'infos, mais il y a quand même du non-verbal. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Il y a quand même du non-verbal, tu vois un mec... C'est tellement stress que, en fait, tu le vois. Et ça peut te tromper. Moi, par exemple, au jeu en 2012, ouais. Je me souviens sur mon quart de finale, je perds sur un Norvégien qui fait 2e, Piasecki. Je mène rapidement, je mène 6-2. Et je le vois se retourner vers son coach. Et il baisse les bras un peu. Il baisse les bras, il fait « je comprends pas », quoi. Je vois, il fait ça, il fait ce geste, quoi. Il fait « je comprends pas. J'y arrive pas, je comprends pas ». Et moi, ça m'a piégé parce que du coup, je me suis dit « c'est bon, c'est fait, quoi ». Et en fait, il s'est battu. Et il me bat 15-14. Donc maintenant, j'ai cette expérience. C'est-à-dire que si je vois un gars baisser les bras, c'est pour ça que je te dis j'appuie. Ouais. J'appuie dans le sens, si tu baisses les bras, je vais t'en mettre encore tant que le match est pas fini. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais jeune et malheureusement ce jour-là, j'ai cru que c'était fait, quoi. Alors que non, pas du tout. Mais c'est des trucs qui ça m'a beaucoup appris, et je pense que ça m'a permis de gagner d'autres matchs importants, de gagner des matchs importants, par exemple en finale au championnat du monde, je mène à la pause, je crois que je mène 9-4 ou 9-3 peut-être, 9-3 et je gagne 15-4 parce que j'avais ce souvenir en tête, c'est marqué en moi. Si je mène, je sais que l'autre en face il va peut-être se battre pour revenir. Donc moi je sais que chaque touche va être importante et je me bats. Et si ça doit finir à 15-3, ça finira à 15-3. Mais en tout cas, je vais pas te laisser espérer, je vais pas te donner une touche, je vais pas relâcher, je vais rester solide jusqu'au bout. Donc non, quand je dis que ça m'a servi, ça m'a vraiment servi. Ouais. En plus, ce qui est sympa avec les sports à points, c'est que tu vois, tant que t'as pas mis la dernière touche, l'autre peut revenir et toi tu peux revenir et ça te force vraiment à... Bon, après, on fait de l'épée. On fait de l'épée, contrairement au fleuret ou au sabre. Ah ouais, il y a des doubles. Il y a les touches doubles. Non, mais c'est-à-dire qu'à 14-8, par exemple, je prends un score comme ça, mais à 14-8, si tu veux remonter, ça veut dire que tu vas mettre 7-0 et que l'autre qui va pas te toucher même en même temps. Parce que au fleuret ou au sabre, quand ils se touchent en même temps, l'arbitre doit départager. Exactement. Alors que nous, quand on touche en même temps, c'est touche pour les deux. Ouais. Donc quand l'autre est à 14, t'as plus le droit à l'erreur. Là, c'est fini. T'es obligé d'allumer seul, quoi. Ouais. Donc c'est plus dur. C'est plus dur. C'est plus dur, mais ça fait partie du jeu. Moi, ça m'a déjà permis de gagner des matchs. Effectivement, de jouer entre guillemets la double. Mais en fait, la double, ça t'aide à gagner tes matchs, bien sûr. Bien sûr. Ça neutralise l'adversaire. C'est stratégique, en fait. C'est un outil stratégique. Ouais. Ok. Mais hyper intéressant. Et
Et tu saurais te dire ce que tu fais, quand est-ce que tu te mets le visage ferme? Tout à l'heure, tu te disais, quand le petit Hongrois, là, il est venu te voir et tu me dis, oui, j'étais déjà à visage ferme, j'étais déjà dans mon truc. C'est à quel moment que tu te mets là-dedans? T'as un espèce de déclic, un espèce de protocole pour Ouais, je pense, je me conditionne entre 30 à 40 minutes avant le match. Je me rhabille, je mets mes écouteurs, je commence mon échauffement. La musique que j'écoute souvent c'est du rap, donc ça me met dans une ambiance. Tu vois, le truc qui est bien avec le rap, c'est que je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça juste à écouter, ça te conditionne. Voilà, ça te conditionne, ça te met dans le truc. Le rap aussi, c'est beaucoup bats-toi. Et c'est vrai que ça m'aide. Et donc quand je passe dans ce mode combat, je suis un combattant en fait. Ouais. Je suis plus Yannick souriant. Je suis un combattant. Ouais. Et je serai Yannick souriant après. Après, surtout si j'ai gagné la médaille, surtout si j'ai gagné le titre, ouais. Là, oui, je suis Yannick très souriant. Mais si je perds, je suis pas souvent super souriant. Donc voilà, je préfère mettre toutes les choses de mon côté pour laisser sortir le sourire à la fin. Mais avec tout ce que tu m'as dit, ouais, j'imagine que tu dois être un peu du style mauvais perdant, ou en tout cas à bougonner un peu, quoi. Mauvais perdant, je pense pas, parce que j'ai jamais refusé, par exemple, de serrer la main d'un adversaire ou de l'arbitre. Je pense pas être mauvais perdant, mais j'aime pas perdre. Voilà, j'aime pas perdre, c'est pas, je fais pas, voilà, j'aime pas perdre, C'est pas ça pour perdre, de toute façon. Voilà, comme je t'ai dit, dans tous les jeux auxquels je vais prendre part, si on joue et qu'il y a un gagnant, je veux gagner. Je gagne pas à tous les coups, hein, ça c'est sûr que non. Mais je pense que d'avoir cet état d'esprit, ça t'aide à gagner pas mal de matchs. Ok. C'est clair. Enfin, ce qui est aussi intéressant, je trouve, dans les duels, et dis-moi ce que t'en penses, mais c'est que, à la différence peut-être, tu vois, alors peut-être pas Usain Bolt, c'est pas la bonne image, mais c'est que c'est avant tout, même si t'es mauvais le jour J, si t'es meilleur que l'autre, tu gagnes en fait. Enfin, le but c'est pas d'être la meilleure version de soi-même, c'est plutôt d'être. Non, si t'es mauvais le jour J, tu peux perdre sur n'importe qui à l'escrime. C'est ça qui est compliqué. C'est vrai. Mais des fois t'es bien, des fois t'es vraiment bien. Ouais. C'est-à-dire physiquement t'es affûté, tu as bien travaillé techniquement, t'es bien, mais tu peux perdre. Donc l'escrime, c'est vraiment le truc, contrairement au tennis par exemple, c'est que le format est très court. 15 touches, ça va très vite. C'est 15 touches, 3 fois 3 minutes. Faut imaginer que 15 touches, allez, on va dire que ce serait comme un set au tennis. Et voilà, nous on joue notre match en un set. Ouais. Alors que voilà, Nadal il a déjà perdu 2-7 à Roland-Garros, ça l'a pas empêché de gagner Roland. Malgré il peut gagner 3-2. Alors que nous, si t'es mal réveillé, si tu perds le premier set, ben en fait c'est fini, rentre chez toi. Il y a pas de repêche en plus. Donc c'est voilà, il faut être prêt, et c'est là où l'escrime c'est très dur, c'est-à-dire que des fois le premier tour c'est souvent un tour où tu as besoin de te mettre en jambe, ou t'as pas encore tiré de la journée, donc ça peut être un peu piège. Faut pas se faire avoir, faut être hyper vigilant, et faut être chaud tout de suite. Donc déjà faut te conditionner pour ça, et après chaque tour est fatal, parce que perdre en 32, en 16, en quart, t'as pas de médaille. Au jeu, tu perds en demi, tu dois jouer la bronze. Si tu perds deux fois d'affilée, t'as pas de médaille. Donc, et puis tu perds en demi, mais tu gagnes la bronze, tu voulais peut-être l'or. Tu perds en finale, tu voulais peut-être l'or. Enfin, il y a que celui qui va gagner la compète qui sera content, en fait, au final. Tout le monde perd une fois, sauf celui qui gagne, quoi. Donc, c'est ça. Surtout chez nous, parce qu'il n'y a pas de repêche. Il n'y a pas de repêche, et comme je te dis, le format, il est très court. 15 touches, ça va très vite. Ça peut aller très vite. Mais tu vois, c'était une question que je voulais te poser, c'est que, tu vois, comme tu l'as dit, c'est hyper court, hyper intense. Donc, il y a beaucoup pour moi, il faut être hyper concentré. Tu vois, tu vois, sur un match de foot, un match de tennis, tu peux t'égarer dans tes pensées 15 secondes, 1 minute, ça peut coûter cher à ton équipe ou à toi.
Mais si tu te reprends, tu seras quand même là 89 minutes, tu vois, sur les 90. Ça peut ne pas être fatal, ouais. Toi, tu t'égares 15 secondes, ou même un peu plus, un peu moins. C'est tout de suite, tu vois, 2 touches, et c'est ça. Ah ouais, en 15 secondes, tu peux prendre 2 touches. Si t'as pris 2 touches en 15 secondes, imaginons qu'on était à 11 partout, ça fait 13-11 pour l'autre. Ou 12 partout, ça fait 14-12. Donc ton match, tu l'auras perdu, parce que derrière, s'il en met une, voilà, c'est fini. Ton match, tu l'auras perdu sur une inattention de 15 secondes. Ben, c'est pour ça que nous, on te dit souvent... ça, justement Ben, si, moi, je travaille, je travaille mentalement. J'ai un prep mental, Stéphane Limousin, et ça m'a beaucoup aidé depuis que je travaille avec lui, parce que avant, j'avais déjà commencé un peu tout seul, avec des bouquins, j'avais déjà commencé à faire un peu de prep mental. Mais d'avoir quelqu'un, voilà, de mettre en place des protocoles, c'est très bien. Donc je conseille à tous ceux qui veulent faire du haut niveau de se rapprocher d'un préparateur mental. Ouais, carrément. Ouais. Et t'as un exemple de protocole que tu peux faire en prep mental ou... Je vais pas donner tous mes secrets, mais bien sûr. Mais non, il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est de rester dans le moment présent. Ça veut dire que tel jour, à tel endroit, à telle heure, je vais prendre un tireur. Faut pas que je me projette dans le futur. Faut pas que je me projette dans le passé. Si je l'ai déjà battu, je peux me dire c'est bon, je l'ai battu il y a 2 mois. Mais non, c'est un autre match. C'est un tireur qui est averti, qui voilà, peut-être qu'il a ou si j'ai déjà perdu aussi. Si j'ai perdu, des fois t'arrives, tu te dis la dernière fois j'ai pris 15-8. Oh, ça va être compliqué. Alors que non, tu sais pas, il a peut-être mal dormi, il a peut-être mal mangé, t'en sais rien. Donc d'être dans le moment présent, c'est un truc que j'ai encore aujourd'hui. Donc ça c'est un truc capital. Et après la gestion des émotions, la gestion du stress, en fait le préparateur mental, il te donne des outils pour gérer toutes ces choses-là en fait. Voilà. Bah, si t'as un bon bouquin et tout, moi je suis vraiment preneur, parce que effectivement tu vois bosser effectivement l'instant présent et être capable de mettre toute son attention dans ce que vraiment t'es en train de faire, je trouve que c'est capital. Et tu vois, c'est pas utile que dans le sport, tu vois. Non, c'est utile dans tout, tu vois. Ouais, c'est utile dans tout. Tu vas acheter un appart le moment où tu vas faire ton offre, où tu vas négocier, si t'es un peu à l'ouest, ça se passe pas bien. Je sais pas, tu fais des travaux, tu peux te blesser, tu peux faire des conneries, enfin tu vois, et ça peut arriver tout le temps. Non, en fait, tout le temps. Mais il y a beaucoup de bouquins sur le moment présent. Ouais, bien sûr. Ouais, ça, je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre. Non, ça c'est un truc. Ouais, c'est vrai que ça, je m'en sers en fait souvent. J'essaie de pas trop me projeter parce que quand tu te projettes, tu es anxieux. Quand tu es dans le passé, tu as des regrets. J'aime pas trop ça. Je préfère le moment qu'on vit, parce que tu sais pas ce qui va se passer demain, et ce qui a été fait est déjà fait, quoi. C'est plus à faire. Tu peux pas revenir là-dessus. Donc voilà, faut avancer. Et le seul moment que tu maîtrises, c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Ouais, donc clair. Ça, c'est une fois que t'as compris ça et une fois que t'as adhéré à ça, c'est plus simple. Ouais, c'est clair. Mais justement, je voulais te demander, parce que toi, moi, je te vois un peu comme l'homme toujours tout sourire et tout, et c'était, je me demandais si tu l'avais toujours eu en toi, ou si justement, tu vois, des outils, enfin, tu vois, comme la prep mentale, l'instant présent, tu vois, c'est des choses qui t'aident à croquer encore plus la vie à pleines dents. Et ouais, je pense que ça vient de mon éducation. Hein. C'est déjà naturel, ouais. Ouais, non, mais de mon éducation vraiment, parce que mes parents, c'était des gens qui aimaient. Mon père, c'est un bon vivant. Ma mère aussi, ils aimaient passer du temps avec leurs amis. Et c'est vrai que j'ai vécu des moments avec mes parents et leurs amis où voilà, ils s'amusaient, quoi. Ils s'amusaient, ils vivaient. Et mon père disait souvent, elle est pas belle la vie. Et c'est vrai que c'est une philosophie que j'ai gardée. C'est vrai qu'elle est belle la vie. Alors tout le monde, on a tous nos galères, hein, on a tous nos moments un peu difficiles, mais la plupart du temps, on peut la rendre agréable, sa vie. Ouais. Donc le simple fait de vivre, c'est déjà une chance, parce que voilà, je pense qu'il y a,
voilà, on a tous déjà perdu quelqu'un et non, le simple fait de vivre, c'est une chance, donc il faut en profiter. Ouais. Faut en profiter. La vie, c'est ça. Même le fait de galérer, c'est déjà une bonne chose parce que t'es là, tu galères. Ouais. Non, mais même les galères, moi, je le vois souvent. Je me dis, ok, c'est juste des petites étapes pour que je prenne encore plus de plaisir ou de bonheur derrière, pour te rappeler que faut passer à travers. Ouais. Faut passer à travers. Faut essayer de s'en sortir. Il faut se battre. Ouais. Faut se battre. Voilà. Moi, on m'a jamais rien donné. M'a jamais rien mis dans la bouche. J'ai toujours dû me battre pour tout ce que j'ai. Et voilà, c'est peut-être un truc que peut-être que j'ai pris ça de l'escrime et je me bats. Je me bats pour tout ce que je veux. Je me bats pour tout ce que j'ai. Voilà. Non, mais c'est une bonne philosophie de vie et t'as raison de le voir comme ça. Et moi, ça m'inspire vraiment, tu vois, les personnes qui ont toujours, tu vois, cette énergie positive. De se dire, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions, on peut le faire. Ouais, après, en fait, il n'y a pas de... Tant que... Je peux pas dire que, voilà, en ce moment, il y a un conflit au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. Non, c'est le conflit israélo-palestinien. Voilà, moi, je suis pas dans une région où on se bombarde les uns les autres. Ouais. Déjà, on a de la chance. Oui, effectivement, il y a la pandémie, effectivement, il y a le Covid, mais ça va, c'est gérable. C'est gérable et on peut encore avoir une vie. Donc, tant que je suis pas dans une situation critique, je mange, je dors, j'ai un toit pour dormir, j'ai une femme, j'ai des enfants, il y a des gens qui m'aiment autour de moi. Voilà, voilà, ma vie, il n'y a pas de raison que je sois triste. Donc, quand on me demande si ça va, je dis ça va. Même si je suis blessé, ça va. Donc quand j'ai le moral un peu dans les chaussettes, je dis ça va, mais en ce moment je suis blessé, donc je suis un peu triste, mais sinon ça va, franchement ça va, il y a pire quoi. Ah ça c'est clair. Il y a pire, je vis pas dans la misère, je vis pas dans la famine. Non, je me rends compte que j'ai de la chance, j'ai une femme, j'ai 2 beaux enfants, ils sont en bonne santé et tant que ma famille ça va, moi ça va. Ouais. Voilà, ça c'est déjà ça m'aide à me dire ça va. Et pour le reste, si je veux sortir d'une compète et me dire ça va, je travaille. Et quand je j'ai pas à m'en vouloir sur mon travail, du coup quand le résultat tombe, je me dis faudra corriger ci ça, mais je veux plus, en tout cas ça m'est arrivé, donc je veux plus me chute de matériel, mais ça m'est arrivé, donc je veux plus me dire j'aurais dû travailler plus, maintenant je travaille tout le temps et comme ça voilà, ça paye pas, mais pour le moment ça paye, donc donc voilà. On s'est marré parce que je viens de perdre mon micro. Ouais. Non, mais moi, encore une fois, je trouve ça hyper inspirant, tu vois, cette philosophie de vie, et je pense que on l'a pas tous, tu vois, et même pour moi, je pense que c'était pas inné parce que j'ai des parents assez anxieux, et je l'ai construit, tu vois, justement avec des lectures, avec en m'entourant de gens aussi hyper positifs, tu vois, et c'est même pour cette raison-là que je fais le podcast, c'est parce que je sais que je vais rencontrer des gens. Alors c'est peut-être une fois par semaine, mais c'est un gros shot d'adrénaline. Tu te rends pas compte, je vais te couper, mais c'est bien, c'est ce que tu as dit, t'entourer de gens positifs. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Je pense que c'est capital. Toi, tu t'es entouré de gens hyper positifs. Je pense déjà mon épouse, voilà, tes amis, voilà, on choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Ouais. Et c'est vrai que s'entourer de gens positifs, de gens qui ont des idées positives et qui s'entraident, c'est-à-dire qui, au lieu de dire c'est nul ce que tu fais, ils vont plus mettre en avant ce que tu fais de bien, et quand tu fais pas quelque chose de bien, ils vont dire écoute, si je te dis ça, c'est que je tiens à toi, tu devrais faire les choses de cette façon-là, voilà. Moi je pense voilà, des gens bienveillants autour de toi aussi, c'est une bonne chose, de s'entourer de gens positifs et bienveillants, c'est bien. Mais moi je suis surpris du nombre de personnes qui justement ont beaucoup de talent
et qui peuvent avoir effectivement des personnalités un peu toxiques dans leur vie, tu vois. T'as mentionné tout de suite, tu vois, t'as mentionné tout de suite ta compagne. Et tu vois, moi je le vois autour de moi, tu vois, franchement c'est tellement important, c'est la personne avec qui tu passes le plus de temps, c'est clair. Si c'est pour se crêper le chignon tous les soirs et devenir fou, mais franchement tu peux pas être heureux, c'est pas possible, tu vois, ça peut pas marcher, ça peut pas te tirer vers le haut, quoi, donc c'est hyper important, enfin en tout cas s'entourer c'est bien, s'entourer c'est important. Et d'ailleurs après c'est ce que de toute façon, c'est ce que tu vas construire avec la personne qui est avec toi au quotidien, que tu vas transmettre à tes enfants, et qui va faire qu'en fait, ton environnement, il sera positif parce que tu as mis que du positif autour de toi. Après, je dis pas, hein, ma femme et moi, on se prend la tête. Hein. Comme tout le monde. Comme tous les couples, je pense. Il y a des menteurs. Il y a des menteurs. Ça n'arrive jamais, mais non, nous, ça nous arrive, bien sûr. On est deux personnes différentes, donc on pense différemment. On a nos embrouilles, hein, mais bon, en soi, on est heureux ensemble. C'est pour ça qu'on est encore ensemble, d'ailleurs. Bien sûr. Et le jour où c'est pas le cas, je pense qu'on va naturellement se... Mais bon, j'y pense pas parce qu'il n'y a pas de raison. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps pour que j'y pense maintenant. Ouais, puis à partir du moment où tu regardes dans le même sens, tu comprends qu'il y a peut-être des petites phases où tu as besoin de prendre un peu l'écart, mais tu sais que ça revient vite, quoi. Donc, oui. Donc c'est ça le plus important. Et bon, l'heure file et je voulais pas te déranger jusqu'à trop tard, mais il y avait une dernière question. Alors je crois qu'on l'a déjà posé souvent, on te fait souvent la remarque, mais comme je suis un jeune papa et moi ça m'inspire aussi les autres papas et tu vois, j'ai cru comprendre que effectivement toi quand t'es devenu papa, ça a été, je sais pas si ça a été un déclic. Toi tu le vois comment dans ta carrière, mais en tout cas. Écoute, ça coïncide en tout cas avec ma première victoire en Coupe du Monde. Ouais, c'était à Rio en 2015. C'était un Grand Prix. C'est la première fois que je gagne. Je sortais en plus d'une phase où... alors, je fais les Jeux en 2012, 2013, 2014, je fais pas les championnats du monde. 2015 non plus, d'ailleurs. Ok. Donc, 3 ans un peu difficile. Vraiment difficile, vraiment galère. 3 ans où même au bout du compte, je me disais, mais en fait, est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Est-ce que tu dois continuer? Parce que comme je dis, je le fais pour gagner. Si je gagne plus, je me dis, à quoi ça sert, en fait? Ouais. Donc je me suis beaucoup remis en question. Et en fait, mon fils est né en 2015 et quand j'ai su que ma femme était enceinte, c'est vrai que c'est un truc en plus que je redoutais. Enfin, je redoutais. Je pense qu'on a tous cette petite peur de l'engagement. Ouais. Et en fait, c'est ma femme qui m'a dit, ouais, surtout pour être papa. Ouais. Et c'est ma femme qui m'a dit, écoute, qu'on le fasse avant ou après les Jeux. Il arrivera un jour, cet enfant, donc commençons maintenant. Et en fait, il est arrivé avant. Il est arrivé 1 an avant les Jeux, puisqu'il est né en septembre 2015. Et comment dire, ce qui a changé chez moi, c'est de me dire, en fait, ce qui compte le plus pour moi, c'est la santé de mon enfant, c'est la santé de ma femme. Et voilà, c'est plus ça que l'escrime. Ça restait important pour moi. Ouais. Mais j'avais mis un truc trop... quand j'allais en compète, je jouais pratiquement ma vie, en fait. Et non, ma vie, j'ai une vie. J'ai une vie avec ma femme, j'ai une vie avec mes enfants. Ouais. Et quand je vais en compète, c'est ma vie professionnelle. Ouais. Mais je joue pas ma vie. donc voilà, donc déjà de changer cette on va dire cette vision, d'avoir une autre vision de la compétition, ça m'a aidé. Recul, un peu, peut-être, ça fait prendre du recul, voilà. Ça fait prendre du recul, ça te donne une force supplémentaire parce que quand tu reçois moi j'ai reçu des vidéos de mon fils en train de m'encourager à la télé devant la télé quand ma femme était loin et qu'elle pouvait mettre sur YouTube ou sur les chaînes sportives qui nous suivaient. Tu le vois, allez papa, ça te donne une force, ça te donne un truc supplémentaire. Donc, Et puis quand tu rentres chez toi, tu vois le costume dont tu parlais, c'est plus facile de le laisser devant la porte quand t'as 2 enfants qui t'attendent. Papa, à chaque fois que tu rentres, t'as l'impression que t'as gagné la Coupe du Monde. C'est vrai. C'est vrai.
puis tu peux pas ramener tes soucis de j'ai loupé la touche, j'ai machin, j'ai truc. Non. J'ai pas bien fait mon exo aujourd'hui. Non, parce que eux, en plus, eux, ils sont hyper rythmés, eux, ils ont faim, après ils sont fatigués, ils vont à l'école. Enfin, tu vois, c'est vrai que ça te donne aussi un autre rythme dans ta vie et tu relativises sur la gravité de certaines choses. Franchement, voilà, moi, ce qui compte, c'est que voilà, mes enfants, ils aillent à l'école, qu'ils soient en bonne santé et qu'ils soient heureux. Ouais. Et à côté de ça, ben moi, j'essaie de faire mon métier du mieux possible. Par contre, c'est mon métier et ça, des fois, ben je suis pas là, c'est vrai. C'est ma femme qui prend le relais, c'est ma femme qui s'occupe des enfants. Et d'ailleurs, sans elle, je pense que ça aurait été plus compliqué parce que c'est elle qui a pris beaucoup sur elle aussi pour que je puisse m'investir comme il faut à l'entraînement et en compétition et en stage. Quand je pars une semaine en stage, elle est seule à gérer. C'est elle qui les dépose, c'est elle qui les ramène, c'est elle qui fait le bain, c'est elle qui raconte les histoires, c'est elle qui fait tout. Donc c'est elle qui est là quand ils sont malades. Faut être reconnaissant de tout ça. Voilà, donc ça fait partie de la performance, tu vois, aussi d'avoir. Bien sûr, c'est l'entourage dont on parlait. Ça commence à la maison, l'entourage aussi à l'entraînement. Moi, je sais que toutes les personnes autour de moi, ils sont vachement bienveillants aussi sur tout, quoi. Yannick, est-ce que ça va? Si je me sens fatigué, on adapte l'entraînement. Quand ils sentent qu'ils peuvent tirer sur la corde, ils tirent sur la corde. Non, mais je veux dire, c'est voilà, je l'ai dit, je crois, quand je gagne les championnats du monde, j'ai dit, je la gagne seule cette médaille, mais j'ai une équipe avec moi. Donc je les remercie et j'en profite encore pour remercier tous ceux qui m'accompagnent. C'est très très important pour moi. Ok, mais déjà, tu vois, moi je tenais à te féliciter parce que t'avais eu, avec ta compagne, vous aviez eu le projet, tu vois, justement de faire des enfants alors que t'étais même assez jeune, tu vois, assez jeune. Et puis il y a beaucoup d'athlètes qui repoussent encore plus les hommes, tu vois. Moins les hommes, je pense. C'est plus les femmes qui repoussent. Parce que je pense que c'est plus facile, facile pour un homme d'avoir des enfants pendant sa carrière, parce que comme je te disais, c'est moi j'ai pas dû accoucher, quoi, j'ai pas dû porter l'enfant. C'est vrai que pour une femme, ça c'est plus compliqué, je pense, à gérer et revenir, parce que physiquement, moi je suis pas atteint après un accouchement. Je pense que c'est plus facile pour un homme que pour une femme. Donc et quand les familles arrivent, c'est un bel exploit, donc il faut le saluer. Je pense que ça devrait pas être plus dur pour les femmes, en fait. Et dans le milieu de l'entreprise non plus. En fait, je pense comme on disait, on manque de progrès peut-être à ce niveau-là. Parce que de toute façon, ça changera pas, c'est les femmes qui font les enfants. Donc il faut les aider à les faire, sinon il y a plus de vie, quoi. Et il faut pas les stigmatiser quand elles en font, et il faut pas les rabaisser, il faut les aider, au contraire. Donc non, moi ça a pas été dur, en fait. Ce qui a été dur, c'est de me dire j'y vais. Là, je vais avoir des enfants, ça va changer ma vie. Et c'est vrai que ça change ta vie. Ça change ta vie. Il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie et qui reste dans ta vie pour toute la vie, en fait. Donc et puis il y a ça touche toute la famille, ça réunit aussi autour de cet enfant. C'est vrai que ça crée un lien encore plus fort entre tous les membres de la famille. Clairement. Je parle même de mes parents, des parents de ma femme, enfin ça. Voilà, maintenant on fait partie d'une grande famille tous. Donc je salue toutes les femmes et tous les hommes qui sont athlètes et qui ont des enfants, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais c'est possible. Si vous hésitez, c'est possible, il faut le faire, et toujours en essayant et les gens autour, les entraîneurs, le staff, d'essayer d'être le plus bienveillant possible. Et puis franchement, il y a plein de femmes qui ont réussi, quoi, à revenir au top niveau, et même qui te disent que c'est une force supplémentaire, tu vois. Bien sûr, j'ai eu la chance de rencontrer Mélina Robert-Michon, tu vois, il y a pas longtemps. Elle a eu son deuxième enfant, et là elle arrive au jeu, mais j'ai jamais vu une femme avoir aussi faim de victoire, quoi, tu vois. Et en plus, tu vois, et elle se bat effectivement, tu vois,
pour montrer que c'est possible, quoi. Et bon, tu vois, j'espère que, enfin, je suis sûr même que l'histoire va lui donner raison, tu vois. J'espère aussi. Et l'histoire lui a déjà donné raison, en fait. L'histoire lui a déjà donné raison parce qu'elle a déjà fait une fois. Et je pense qu'elle est largement, elle va réitérer, tu vois. Mais tu vois, une discussion que j'avais eue avec Mélina, c'était de se dire, elle, quand elle avait eu l'envie, en fait, elle se disait, ça sert à rien que j'attende la fin de ma carrière, parce que peut-être que je pourrais peut-être même plus en faire à ce moment-là. Ouais, bah alors bon, elle a eu quand même son deuxième enfant tard, peut-être comparé à la moyenne, hein, mais elle me dit voilà, si j'ai envie tout de suite, j'ai envie tout de suite. Alors que tu vois, peut-être que les hommes, on pourrait peut-être se dire ok, bon bah je peux repousser, ouais. Non, mais moi, j'ai toujours eu envie d'être papa. Enfin, toujours eu envie. En fait, j'ai toujours, je me suis toujours dit que j'allais être papa un jour. Ouais. Donc, et puis je me dis, tant mieux si ça arrive jeune, parce que du coup, quand ils auront 20 ans, je serai encore relativement jeune. Ouais. Voilà, j'ai eu mon fils, j'avais 27 ans. Ouais. Voilà, quand il aura 20 ans, j'aurai 57 ans. On pourra encore... non, 47 même. J'aurai même pas encore 50 ans, j'aurai 47 ans. Ouais, donc, on pourra faire des choses ensemble. Non, mais c'est vrai, on pourra pêcher ensemble, on pourra, je sais pas moi, on pourra faire des choses ensemble, je pense. Donc voilà, mon père aussi, je crois qu'il m'a eu à 25 ans. Voilà, on fait des choses ensemble. Donc en fait, comme je te dis, c'est peut-être aussi mon éducation, voilà, ce que j'ai vécu avec mes parents. On n'a pas été un frein pour eux et voilà. Et donc mes enfants sont pas un frein pour moi. Au contraire, c'est un moteur. Ok. Bon bah cool. En tout cas, c'est cool de te l'entendre dire, tu vois, parce que c'est... Il y a peu de, tu vois, de paroles, tu vois, autour des papas, de la paternité. On s'ouvre un peu moins sur ces sujets-là. C'est vrai. On minimise, mais non, être papa, c'est quelque chose. Et je pense que tous les enfants ont besoin d'un papa. Et moi, j'essaye d'être un père pour mes enfants, d'être le mieux possible. Leur champion. Parce qu'on apprend à être père. Par contre, on ne l'est pas. C'est pas inné. Hein. Ouais, ça c'est clair. On découvre toutes ces choses-là. Par contre, ça, c'est vrai que le jour où il arrive. C'est le jour où il arrive. Ça y est. La veille, tu n'es pas papa. Et au fur et à mesure, tu deviens papa tous les jours. Ouais, c'est vrai. Ça. Pour moi, c'est tous les jours que j'apprends à être un père. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux. C'est quand tu seras face à l'enfant que tu sauras quoi lui dire. Ouais, c'est clair. Bon bah écoute, merci d'avoir abordé le sujet. La dernière question que je pose, c'est un petit peu, c'est comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. Ouais. T'as vu, il y a les couleurs en plus. Mais c'est de savoir, quel est l'athlète, la sportive, le sportif que tu me recommandes d'aller interviewer, tu vois, sur un format un peu comme ça, un peu long. On peut raconter des histoires, on peut parler de paternité, de duel, de préparation mentale, de plein de choses, des Antilles. J'en ai plusieurs en tête. Qui va faire les Jeux, d'ailleurs ses premiers JO, Coraline Vitalis. Ok, voilà, je la connais pas du tout. C'est une épéiste guadeloupéenne. Ok. Là, qui s'est qualifiée en individuel pour ses premiers Jeux Olympiques. Trop cool. Championne d'Europe en 2019. Ok. Donc flèche montante et je lui souhaite de faire un beau parcours au JO et de ramener la médaille. Ça marche, je vais regarder tout ça et puis je ferai peut-être un petit message. Yes. Cool. Merci infiniment Yannick, j'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Et je sais que le programme est chargé, donc merci encore, franchement. Merci à toi. Non, ça m'a fait plaisir. Donc voilà, j'espère que c'était cool et écoute, je touche du bois, je croise les doigts pour que ça se passe à merveille cet été. Ok. Voilà. Merci Barthélémy et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!